Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité haïtienne. C'est notre pays, nous ne devons pas nous laisser aller au découragement. Au fait, il nous faut apprendre à regarder le verre à moitié plein. En parlant de verre à moitié plein, eh bien, il y a une bonne nouvelle qui est sortie cette semaine, qui est passée sous le radar des grands médias, qui est passée sous le radar des médias internationaux. En fait, de quoi s'agit-il? Imaginez, mesdames, messieurs, que le haut commissaire des Nations Unies décide de mettre sur pied un tribunal spécial dont le mandat consistera à réfléchir sur la nécessité pour la France de rendre à Haïti, pour la nécessité pour la France de restituer à Haïti la rançon de l'indépendance, rien de moins. Lorsque le président Jean-Bertrand Aristide avait lancé cette idée au début des années 2000, eh bien, quelques-uns d'entre nous avaient estimé que c'était une idée farfelue. Et plutôt que de le soutenir, plutôt que de le supporter dans cette démarche, eh bien, quelques-uns l'ont critiqué, quelques-uns l'ont décrié. Et cette demande de restitution lui a même coûté le pouvoir. Cette demande en restitution lui a valu un coup d'État. Or voilà que plus de 20 ans plus tard, sous la pression d'une certaine société civile internationale, des frères africains se sont mêlés, des groupes, n'est-ce pas, organisés de la société civile française, il faut le dire aussi, ont maintenu la pression pendant ces derniers mois. Or voilà, coup de théâtre, que le haut commissaire des Nations Unies décide d'y aller avec un tribunal spécial dont le mandat devra réfléchir sur la manière dont la France devra rendre à Haïti, sur la manière dont la France devra restituer à Haïti, n'est-ce pas, cette rançon de l'indépendance.
Imaginez le jeune État qui venait de naître donc en 1804 et très rapidement, la France a exigé comme prix pour la reconnaissance de son indépendance une rançon de 150 millions de francs. Quand on suit l'histoire de cette rançon, en réalité, Haïti a payé 5 fois plus la somme exigée par la France. Et nous avons mis pas moins d'un siècle à rembourser, pas moins d'un siècle à payer à la France mafieuse cette rançon de 150 millions de francs, réduit plus tard, comme on le sait, n'est-ce pas, à 60 millions de francs. Mais dans les faits, Haïti a payé jusqu'à 5 fois plus que ce que la France lui avait exigé à coup de canon, à coup de pression, n'est-ce pas, militaire. Eh bien, c'est un début de justice. Nous devons continuer à maintenir la pression et nous devons surtout apprendre de la démarche que le président Jean-Bertrand Aristide avait lancée au début des années 2000. Lorsque le président Jean-Bertrand Aristide avait lancé cette démarche, eh bien, il l'avait fait seul. Nous devons comprendre que pour aboutir à une victoire, pour remporter la victoire dans ce qui s'annonce être une rude lutte judiciaire, nous devons nous concerter avec nos frères africains, car les États africains, eux aussi, ont payé pour la décolonisation. J'aurais dû dire, les États africains ont non seulement payé, mais ils continuent de payer pour la décolonisation. La France ne s'est pas contentée, n'est-ce pas, d'envahir l'Afrique, elle a aussi asservi sa population, mais pire, elle a fait main basse et elle continue de faire main basse sur les ressources naturelles, sur les ressources minières de ce plus grand et plus riche continent. En sorte que notre combat à nous, en tant qu'Haïtiens, c'est aussi le combat de nos frères africains. Et si nous voulons réussir ce combat, si nous voulons, n'est-ce pas, ravoir cette rançon que la France nous a imposée, qu'on estime aujourd'hui à près de 30 milliards d'euros, nous devons nous concerter avec nos frères africains. Nous ne devons plus mener cette lutte seule, comme si elle nous concernait que nous. Nous devons la mener, cette lutte, nous devons le poursuivre, ce combat, de concert avec nos frères et sœurs de l'Afrique. Et puisque nous sommes dans une période de transition, c'est aussi l'un des chantiers que cette nouvelle équipe gouvernementale, c'est l'un des chantiers que le Conseil présidentiel devrait envisager. Nous aurons besoin d'argent, nous aurons besoin de ressources monétaires et cet argent que la France nous a volé, cet argent que la France nous doit sera salutaire à un moment où on parle d'Haïti comme étant le pays le plus appauvri, à un moment où l'on parle d'Haïti comme un pays dont la population est exposée, si vous voulez, à la famine. La France nous a volé notre argent, elle continue de s'enrichir en faisant main basse sur les ressources des autres. Le temps est venu de dire basta. Donc, c'est une bonne façon de commencer l'émission d'aujourd'hui. Il y a de mauvaises nouvelles qui nous parviennent au quotidien d'Haïti, mais quand il y a une bonne nouvelle qui passe sous le radar, c'est mon travail de m'y arrêter et de dire hey, il y a une façon de voir le verre à moitié plein cette semaine. Eh bien, les Nations Unies envisagent de créer un tribunal spécial pour réfléchir sur cette rançon que la France nous a imposée au XIXe siècle et qui explique en partie le blocage, qui explique en partie le sous-développement haïtien. On en a assez, n'est-ce pas, de présenter Haïti comme un pays pauvre. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le sous-développement d'Haïti est imputable d'abord à cette rançon qui nous a été imposée à la naissance même de la nation. Et nous avons payé jusqu'à 5 fois plus que ce que la France sur papier nous a réclamé. Donc, il nous faut poursuivre ce combat et nous devons le faire de concert avec nos frères africains. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, c'est une façon très positive de commencer l'émission. Une autre nouvelle
que je voudrais décrypter avec vous, mais c'est cette nouvelle qu'on a, si vous voulez, diffusée, mais presque en catimini. Imaginez que le président du Kenya a mandaté sa femme, il l'a déléguée à une rencontre aux États-Unis, et là on allait parler de la mission éventuelle de la police kenyane en Haïti. Et lors de cette rencontre, imaginez que la femme du président, donc le président lui-même, puisque la femme du président représentait le président, imaginez que la femme du président Ruto du Kenya a lancé un appel vidéo, une conférence vidéo avec nul autre que Barbecue. Eh bien, en langage diplomatique, on appelle ça un compromat. C'est lorsque un haut membre, un haut fonctionnaire, un haut représentant d'un État, n'est-ce pas, se trouve embarrassé par un compromis. Vous me direz que oui, mais la femme du président n'est pas un haut fonctionnaire, foutaise que tout cela. La femme du président l'a représentée aux États-Unis en sa qualité de première dame à cette rencontre qui portait entre autres sur la mission éventuelle de la police kenyane à Haïti. Or voilà que cette First Lady du Kenya a jugé qu'il était opportun pour elle d'organiser un appel conférence avec Barbecue. Ce faisant, elle légitimait le bandit dont sa police se propose de combattre. Imaginez, c'est le monde à l'envers. La police kenyane reçoit la mission d'aller régler, si vous voulez, on va le dire ainsi, les problèmes de sécurité en Haïti. Et tout le monde sait que ceux qui posent la problématique de l'insécurité en Haïti, ce sont ces bandits à sapate, comme on les appelle. Pas seulement eux, parce que eux, ils n'ont jamais laissé leur fief, ils n'ont jamais laissé le territoire haïtien, et pourtant, ils ne manquent jamais d'armes, ils ne manquent jamais de munitions. Tout le monde sait d'où proviennent ces armes et ces munitions. Elles proviennent des États-Unis d'Amérique, la Homeland Security, donc le ministère de la Sécurité intérieure américaine, ne fait pas attention aux armes qui laissent le territoire américain et qui se rendent jusqu'en Haïti pour y tuer la population haïtienne. C'est le même État américain qui joue, n'est-ce pas, la carte de la Vierge offensée, qui verse des larmes de crocodile et qui demande, n'est-ce pas, au Kenya d'envoyer une force de police de 1000 soldats. Or voilà que la police kenyane reçoit pour mission de régler la problématique d'insécurité qui est nourrie par les barbecues de ce monde. La femme du président tente de négocier déjà avec Barbecue. La question c'est, au nom de qui parle-t-elle ? Qui lui demande de négocier avec les bandits? Imaginez, elle l'a fait sur le territoire américain. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Le territoire américain dont l'État, donc l'État américain, a toujours dit à tort et à cri qu'il ne négocie pas avec les criminels, qu'il ne négocie pas avec les terroristes, qu'il ne négocie pas avec les bandits. Alors, si la femme du président Ruto, depuis le territoire américain, a cherché à négocier avec Barbecue, il y a au moins 2 leçons à retenir. La première leçon, c'est que et Barbecue et la force policière kenyane auront le même patron, les États-Unis d'Amérique. Ce n'est un secret pour personne, les armes proviennent des États-Unis, les munitions proviennent des États-Unis. Et quand vous regardez, n'est-ce pas, le sang-froid
avec lequel Barbecue tue, le sang-froid avec lequel Barbecue fout le feu dans des quartiers populaires, nul ne doute que cet homme-là agit en mission. Il reçoit des instructions, il reçoit des ordres, n'est-ce pas, d'un pays puissant qui lui dit de ne pas s'inquiéter aussi longtemps qu'il continue son travail de terroriste, n'est-ce pas, en Haïti. Or, voilà que la femme du président kenyan, n'est-ce pas, du président kenyan, négocie avec celui qui terrorise la population haïtienne. Or, ironiquement, la mission de la police kenyane en Haïti va être de régler le problème d'insécurité. La deuxième leçon, c'est qu'on se fout de notre gueule. Non seulement Barbecue et la police kenyane auront le même patron, les États-Unis d'Amérique, mais c'est qu'on se fout de notre gueule. Les États-Unis font pression sur, n'est-ce pas, le président kenyan pour qu'on y dépêche, enfin pour qu'on dépêche en Haïti la police kenyane, mais tout le monde sait que la source de notre insécurité se trouve aux États-Unis. Le jour où les États-Unis décideront de veiller à ce que les armes qui partent de Miami ne se rendent pas jusqu'en Haïti, le problème sera résolu de moitié. Et ne venez pas me dire que ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique de veiller sur les armes qui laissent, n'est-ce pas, leur territoire. Oui, c'est aussi leur responsabilité. Les crimes transnationaux se règlent en collaboration entre plusieurs pays. Puisque les armes laissent les États-Unis d'Amérique, traversent la mer pour se rendre en Haïti, en passant par la République dominicaine, il y a donc 3 États qui doivent collaborer pour résoudre le problème. Et le premier État, ce sont les États-Unis d'Amérique, puisque les armes partent de chez lui, de l'État américain. Le deuxième État qui devrait faire attention aussi à ce que les armes qui entrent chez lui ne se rendent pas jusqu'en Haïti, c'est l'État dominicain. Et bien sûr que l'État haïtien a une responsabilité de surveiller ses frontières. Mais c'est simpliste de dire que c'est à l'État haïtien de veiller à ce que des armes n'entrent pas sur son territoire. Faux, les crimes transnationaux se règlent grâce à la collaboration entre les nations. Et les États-Unis, plutôt que de jouer à la Vierge offensée, plutôt que de verser des larmes de crocodile devant la souffrance du peuple haïtien, devraient commencer par veiller à ce que les armes qui tuent le peuple haïtien ne laissent pas leur territoire. Ce serait déjà bien. Or, on se fout de notre gueule en permettant à la femme du président Ruto du Kenya de négocier avec Barbecue quand le slogan répété à tort et à cri par les États-Unis d'Amérique a toujours été qu'on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes quand il s'agit d'un pays de blancs, mais quand il s'agit d'un pays de nègres. Et si d'aventure le terroriste est un nègre lui-même, on se fout que ce terroriste bouffe des Haïtiens, on se fout qu'il foute le feu dans des écoles, qu'il foute le feu, n'est-ce pas, dans notre faculté de médecine, on se fout de tout cela. Ce sont des nègres qui mangent des nègres, qu'ils s'entretuent. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le territoire haïtien. On va terroriser le peuple haïtien, on va le faire fuir par le programme Biden. Ce qu'il nous faut, c'est le territoire haïtien, parce que c'est un territoire riche en ressources, n'est-ce pas, renouvelables. C'est un territoire riche en toutes sortes de ressources minières. C'est un beau pays et le peuple haïtien, parce qu'il est un peuple noir, est indigne de ce territoire. Tuons-le, terrorisons-le, n'est-ce pas, faisons-le fuir, mais servons-nous de barbecue s'il le faut. Et quant au slogan, on ne négocie pas avec les terroristes, ça c'est pour les blancs. Quant aux nègres, ils peuvent continuer à s'entretuer, c'est pas notre putain de problème. Alors si un noir ne comprend pas ce jeu d'hypocrite auquel se livrent les États-Unis d'Amérique, ce jeu d'hypocrite auquel se livre le Canada, ce jeu d'hypocrite auquel se livre, n'est-ce pas, la France, il vous manque vraiment quelque chose dans votre intelligence. C'est aussi simple que le bonjour. Les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France veulent asphyxier le peuple haïtien, veulent que le peuple haïtien fuit son territoire pour mettre la main sur nos ressources. Nous devons être, n'est-ce pas, vigilants, nous devons être lucides sur ce jeu-là et réclamer que les terroristes, qu'ils soient aux États-Unis, les terroristes, qu'ils portent des cravates en Haïti ou qu'ils portent des sapates en Haïti, soient jugés
pour ce qu'ils sont en train de faire subir au peuple haïtien. Donc, voyez-vous, la force kenyane n'est même pas encore entrée en Haïti, qu'elle s'est décrédibilisée, puisque la femme du président, qui devrait être au-delà de tout soupçon, qui devrait être au-delà de toute controverse, s'est arrogé le droit de négocier avec un terroriste. C'est comme si elle a pour mission de régler le problème d'insécurité, mais avant d'entrer au pays, pour éviter que ses propres policiers ne meurent, il négocie avec celui qui tue le peuple haïtien. Et comme si ce scandale en soi n'était pas suffisant, imaginez, chers amis, que cette semaine, l'inspecteur en chef de la police kenyane a été pris la main dans le sac. De quel sac on parle? Eh bien, il est accusé de vendre des armes et des munitions aux gangsters du Kenya. Vous savez que le Kenya est aux prises avec des problèmes terribles de gangstérisme. Le Kenya est aux prises, lui aussi, avec des problèmes terribles d'insécurité. Alors, lorsqu'on réfléchit sur la filière qui arme, n'est-ce pas, les gangsters, qui, eux, tuent la population kenyane, on a découvert que l'un de ceux qui fournit en armes et munitions les gangsters kenyans, c'est nul autre que l'inspecteur en chef de la police kenyane. Imaginez, les amis. Imaginez. Si l'inspecteur en chef de la police kenyane, dans son propre pays, est accusé de vendre des armes et des munitions aux gangsters, imaginez ce que ces policiers-là feront en Haïti lorsqu'ils se rendront compte qu'ils ont affaire à un État faible, lorsqu'ils réaliseront qu'ils ne pourront pas être jugés par l'État haïtien, qu'ils ne rendront pas compte à l'État haïtien, qu'ils ne doivent des comptes qu'à, n'est-ce pas, l'État kenyan, si dans leur propre pays, ils vendent des armes aux bandits, si dans leur propre pays, ils vendent des armes aux gangsters, imaginez ce qu'ils vont faire à la population haïtienne ou ce qu'ils feraient à la population haïtienne si jamais ils devaient s'y rendre. Moi, je crois en mes ancêtres. Je crois que nos ancêtres sont en train de décrédibiliser les Kenyans avant même qu'ils ne foutent le pied chez nous. En sorte que les Kenyans n'ont rien à foutre chez nous, ils n'ont aucune crédibilité morale. Ils n'ont, si vous voulez, pas la compétence pour résoudre le problème d'insécurité qui se pose chez nous, puisque, comme on l'a vu, la femme du président, mandatée par le président lui-même, est allée négocier avec Barbecue un je ne sais quoi, au nom de qui? Je ne sais pas. En tout cas, il y a là un compromat qui décrédibilise, un compromat qui discrédite, si vous voulez, à la fois le chef de l'État kényan et, comme si en soi cela n'était pas suffisant, l'inspecteur en chef de la police kenyane a été pris la main dans le sac. Il vend des armes, il vend des munitions aux gangsters kenyans. Imaginez si ce gars-là devait se rendre en Haïti, eh bien, plutôt que de combattre Barbecue, plutôt que de combattre Rizzo, plutôt que de combattre, n'est-ce pas, Vitellum, c'est lui-même qui leur vendrait des armes, s'enrichissant ainsi sur le dos du peuple haïtien, s'enrichissant ainsi dans le sang du peuple haïtien. Non, les Kenyans n'ont rien à foutre chez nous. Non, la police kenyane n'a pas la crédibilité pour résoudre notre problème de sécurité. Non, les États-Unis non plus n'ont pas la crédibilité pour, n'est-ce pas, s'immiscer dans nos affaires, puisque tout le monde le sait. Les États-Unis sont le pyromane qui essaie de se faire passer pour un pompier. Les armes proviennent des États-Unis d'Amérique et si les États-Unis d'Amérique veulent résoudre le problème de sécurité en Haïti, tout ce qu'on leur demande, c'est de garder les armes chez eux. On n'en a pas besoin chez nous, on n'en produit pas. Déjà, il y a un embargo que les États-Unis d'Amérique maintiennent sur l'État haïtien pour l'empêcher de commander des armes létales, comme on dit, des armes de guerre, des armes mortelles, et tandis qu'il y a un embargo sur l'État haïtien qui l'empêche de commander des armes, eh bien, les États-Unis d'Amérique sont en train d'armer Barbecue, ils sont en train d'armer Vitellum. Pour quelle raison? Parce qu'ils se donnent pour mission
de déstructurer l'État haïtien. Il se donne pour mission de faire fuir la population haïtienne afin de faire main basse, comme au 19e siècle, sur les ressources de notre pays. Alors, nous voyons clair à leur jeu, nous sommes désormais lucides, nous avons recouvré notre intelligence, nous n'avons pas besoin des États-Unis, nous n'avons pas besoin du Conseil de sécurité de l'ONU, nous n'avons pas besoin non plus des Kenyans pour venir compliquer ou complexifier notre problème de sécurité. Si les Kenyans devaient venir, ils allaient nous apporter le sida. Si les Kenyans devaient venir, ils allaient nous apporter, n'est-ce pas, le choléra. Et en plus, leurs propres chefs de police, n'est-ce pas, sont en train de vendre des armes et des munitions à leurs propres bandits. Nous n'en voulons pas. J'espère que c'est suffisamment clair. Imaginez que tout ceci n'est qu'une introduction, car le sujet de l'émission d'aujourd'hui, ce sont les 7 défis auxquels le Conseil présidentiel, qui a été installé jeudi dernier, doit s'attaquer. Tout ceci n'a été qu'une introduction. Nous allons donc, après la pause, plancher sur les 7 grands défis auquel le Conseil présidentiel doit s'attaquer dans les 100 premiers jours. 100 premiers jours, pourquoi? Parce que c'est le laps de temps conventionnel qu'on accorde à tout gouvernement pour voir s'il faut le prendre au sérieux ou s'il faut tout de suite le critiquer. Regardons donc après la pause les 7 défis auxquels le Conseil présidentiel devra s'attaquer. Vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Avant la pause, on s'était promis de plancher sur les 7 défis auxquels le Conseil présidentiel devra s'attaquer, et rapidement. Eh bien, le premier grand défi qui attend le Conseil présidentiel, c'est la cohésion. Le Conseil présidentiel, on le sait, est constitué de 7 membres plus 2 membres qui ont le statut d'observateur. Mais ces 9 membres-là proviennent de partis politiques qui n'ont pas la même visée, de partis politiques qui seront rapidement en compétition. Ces 9 membres-là proviennent de secteurs, n'est-ce pas, politiques ou sociaux ou économiques qui n'ont pas nécessairement la même vision de ce que devrait être une transition. Vous avez par exemple au sein
du Conseil présidentiel deux grandes familles, hein, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Vous avez la grande famille Lavalas, qu'on le veuille ou non, vous avez, n'est-ce pas, Fridjan, vous avez, enfin, qui était gouverneur de banque sous un gouvernement Lavalas de René Préval, enfin, la transition René Préval vers Jean-Bertrand Aristide. Vous avez, n'est-ce pas, des gens qui sont clairement nommés par le parti Lavalas. Vous avez, et la deuxième grande famille, PHTK. Or, dans les faits, le PHTK et Lavalas n'ont pas la même vision de la transition. Lavalas, par exemple, va exiger qu'on mette sur pied un tribunal financier spécial pour enquêter sur les crimes financiers qui ont été commis, entre autres, en marge de ce scandale qu'on appelle le scandale Petro-Caribé. Or, quand on dit Petro-Caribé, essentiellement, on parle, n'est-ce pas, de gouvernements de PHTK qui ont dilapidé les fonds publics. Donc, on comprend rapidement que le premier défi auquel le Conseil présidentiel devra s'attaquer, c'est sa cohésion interne. Est-ce que tous les membres du Conseil présidentiel vont parler d'une seule et même voix? Est-ce que, au moment où ils auront pris une décision par consensus, est-ce que ceux dont la décision ne reflètent pas les points de vue, est-ce qu'ils vont accepter de suivre la musique, comme on dit? Est-ce qu'ils vont accepter de rester dans le rang ou bien est-ce qu'ils vont rapidement exprimer leur désaccord sur la place publique? Or, si le Conseil devrait être incapable, si le Conseil devrait révéler son incapacité à résoudre, à régler, n'est-ce pas, ou à gérer sa propre cohésion, eh bien, c'est l'administration de l'État qui en souffrirait. Donc, bizarrement, avant même de regarder des défis, on va dire, externes, comme la sécurité, comme les mesures d'apaisement, comme les grands chantiers nationaux, le premier grand défi qui attend le Conseil présidentiel, mais c'est la cohésion interne. C'est vrai que très rapidement, ils vont ou ils ont nommé ou élu, n'est-ce pas, un président rapporteur, un président coordonnateur. C'est une chose que d'avoir un président coordonnateur ou un président rapporteur, c'en est une autre que de garder ce collège-là, que de garder cette entité-là unie. Si chacun parle pour lui-même, si chacun continuera de parler au nom de son parti, si chacun continuera de parler, n'est-ce pas, au nom du secteur dont il provient, oh là là, la nouvelle gouvernance à laquelle nous aspirons tous, la nouvelle gouvernance après laquelle nous soupirons tous, n'est-ce pas, aura beaucoup de difficultés à s'inscrire dans la glaise du réel. Et c'est mon premier conseil pour les membres du Conseil présidentiel: veillez à votre cohésion. Vous savez, dans notre délicieux créole, on dit avec raison, si moun n'en pas avant nous, moun dehors pas qu'à acheter. Ceux qui ne sont pas membres du gouvernement vont veiller, n'est-ce pas, à la première fissure, vont guetter, vont épier les premiers signes de désaccord, vont épier les premiers signes, n'est-ce pas, de dissensus au sein de ce Conseil présidentiel. Eh bien, il faudra que le Conseil se comporte comme une famille. Il faudra que le Conseil se comporte, n'est-ce pas, comme étant une seule entité, comme étant une seule, n'est-ce pas, un seul corps, pour ainsi dire. Car s'il n'y a pas de cohésion au sein du Conseil présidentiel, eh bien malheureusement, la transition ne sera pas une réussite. Il faut le dire franchement, la transition sera un échec. Une fois qu'on a vu ce premier défi, défi de cohésion, défi de consensus, défi de marcher, n'est-ce pas, en ordre, plutôt que de marcher, n'est-ce pas, dans la dispersion, eh bien, le deuxième défi qui attend le Conseil présidentiel, c'est l'autorité morale. Bizarrement,
si nous avons assisté ces dernières années à cette déchéance de la société, mais on le sait, un poisson pourrit toujours de la tête, c'est parce que au sein même de la tête de l'État haïtien, au sein même du gouvernement haïtien, au sein même des autorités haïtiennes, il n'y avait pas de crédibilité morale. Quand le Premier ministre parlait, mais personne ne l'écoutait. Quand, n'est-ce pas, un ministre émettait des ordres, mais personne ne l'écoutait parce que l'État ne jouissait pas ou ne jouit toujours pas d'une crédibilité morale. Or, quand on veut diriger, il y a des responsabilités morales qui sont associées au statut de leader. Et on va commencer à surveiller les premiers gestes, on va commencer à surveiller les premières décisions, on va voir si les membres du Conseil présidentiel sauront nous, n'est-ce pas, administrer, sauront gouverner l'État haïtien avec sobriété. On disait que le Premier ministre Ariel Henry avait jusqu'à 14 véhicules officiels dans son, sur le parcours du Premier ministre. C'est toujours, n'est-ce pas, loufoque de voir que lorsqu'un ministre, n'est-ce pas, prend la rue, eh bien c'est tout un cortège. Déjà, ils font du bruit, c'est de la pollution sonore, mais pourquoi mettre tant de ressources dans le cortège d'un ministre pour un pays si appauvri, pour une population si affamée? Et donc, le deuxième défi qui attend le Conseil présidentiel, c'est le défi qui consiste à savoir est-ce que ces gens-là vont avoir la crédibilité morale pour nous diriger. Lorsqu'ils vont émettre des consignes dans la population, est-ce que la population voudra bien les suivre, ces consignes-là? Pour qu'on les suive, ces consignes-là, le Conseil présidentiel devra faire montre d'autorité morale et de crédibilité morale. Par crédibilité morale, pour avoir donc cette crédibilité morale, les membres du Conseil présidentiel devront montrer patte blanche à chaque fois. Est-ce que c'est des gens qui vont aller se promener à l'étranger pendant des jours, question pour eux d'avoir des per diem? Est-ce que c'est des gens qui vont, n'est-ce pas, mener une vie de pacha, une vie de riche, aux frais de l'État, tandis que la population est affamée? Ou bien est-ce que c'est des gens qui vont d'abord s'imposer une certaine rigueur budgétaire, d'abord à eux-mêmes, avant d'imposer cette rigueur à la population? Le deuxième défi auquel le Conseil présidentiel devra faire face, c'est sa propre crédibilité morale. Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous avez l'autorité morale? Ou bien est-ce que vous allez faire comme vos prédécesseurs, gaspiller les fonds publics, dilapider des fonds publics, placer, n'est-ce pas, dans l'administration publique les membres de votre propre famille ou les membres, n'est-ce pas, de la famille de votre maîtresse ou de votre second bureau? Ou bien est-ce que désormais vous allez gérer ce pays-là avec toute la rigueur, avec tout le sérieux qu'il mérite? On a commencé par parler de la cohésion dont le Conseil présidentiel devra faire montre. Sans cohésion, eh bien, ce pays-là, comme disait, n'est-ce pas, le bâtonnier Montferrier, ne sera ni gouverné ni administré. Il faut de la cohésion au sein du Conseil. En plus de la cohésion, le Conseil devra faire montre, n'est-ce pas, d'autorité morale. Est-ce qu'on suit nous-mêmes les consignes que l'on donne à la population? Est-ce que, n'est-ce pas, nous allons nous comporter comme de bons pères de famille, c'est-à-dire comme de bons gestionnaires qui veillent à ce que les ressources de la famille soient bien utilisées, qui veillent à une utilisation optimale des ressources de la famille? Et c'est alors et alors seulement que le Conseil de sécurité que le Conseil présidentiel, vous me voyez venir, pourra s'attaquer à la problématique de la sécurité. Malheureusement, dans l'administration précédente, on le sait, il y avait des ministres du gouvernement d'Ariel Henry qui armaient des gangs. Il y avait des ministres dans le gouvernement d'Ariel Henry qui étaient reconnus coupables de kidnapping, c'est-à-dire qui utilisaient les bandits à sa patte pour kidnapper des gens et la somme
exigée, la rançon exigée allait dans les poches de ces ministres-là. Au point que on avait dans le gouvernement d'Ariel Henry des gens qui étaient sanctionnés à la fois par les États-Unis d'Amérique, à la fois par le Canada. Pour quelle raison? Parce qu'ils avaient les mains liées dans le trafic de la personne humaine. Ils avaient les mains liées dans le trafic du kidnapping. Imaginez un ministre de la Sécurité publique, imaginez un ministre de la Justice dont le nom est cité dans des trafics humains, dont le nom est cité dans le commerce, n'est-ce pas, du kidnapping. Mais il n'y avait plus aucune autorité morale au sein de ce gouvernement. En sorte que si ce conseil présidentiel veut, si vous voulez obtenir une certaine légitimité, n'est-ce pas, recouvrer un certain intérêt au sein de la population, il faudra encore une fois que ce conseil-là soit au-delà de tout soupçon, que ce conseil soit au-delà de toute controverse morale. Et c'est alors qu'on abordera le troisième défi, le défi de l'insécurité. On le voit tous les jours à la télé, on le voit tous les jours dans les médias sociaux, des médias internationaux font le voyage jusqu'en Haïti afin d'interviewer nul autre que Barbecue. Imaginez les amis. Imaginez comment on ne nous prend pas au sérieux. Imaginez si des journalistes voyageaient jusqu'en Afghanistan, si des journalistes voyageaient, je ne sais pas, n'est-ce pas, jusqu'au Pakistan pour interviewer, n'est-ce pas, Ben Laden au moment où les États-Unis d'Amérique avaient émis un mandat Interpol contre Ben Laden. Vous me dites, eh bien, j'exagère. Non, j'exagère pas. Comparaison n'est pas raison, mais Barbecue, n'est-ce pas, est sous la menace d'une arrestation car on a émis un mandat Interpol contre lui. Les États-Unis d'Amérique ont émis un mandat contre, n'est-ce pas, Barbecue. On le cherche vivant, enfin vif ou mort. Et on promet même de l'argent à tous ceux qui aideraient à l'arrestation de Barbecue. Et pourtant, c'est ce même Barbecue qui accorde des entrevues aux chaînes américaines. On a vu CNN dernièrement l'interviewer, on a vu d'autres chaînes américaines l'interviewer. Il y a des journalistes de Paris Match qui font le voyage depuis l'Europe pour venir interviewer qui d'autre? Barbecue. Et pourtant, c'est ce même Barbecue qui est recherché par la police américaine, par la police haïtienne, par la police internationale, par l'Interpol. Donc, le troisième défi, c'est le défi de l'insécurité. Et quand je dis le premier défi, c'est le défi de la cohésion, le deuxième défi, c'est le défi de l'autorité morale ou le défi de la crédibilité morale, cela ne veut pas dire que ces défis-là ne peuvent pas être réglés en même temps. Il faudra agir, n'est-ce pas, en concomitance. Il faudra les régler concomitamment, mais si on n'a pas de cohésion au sein de l'équipe gouvernementale, s'il n'y a pas d'autorité morale au sein du Conseil présidentiel, bien, le Conseil n'aura pas l'autorité qu'il faut pour résoudre le problème d'insécurité. Or, la population haïtienne attend le Conseil présidentiel au carrefour de l'insécurité. Vous avez un Barbecue qui menace l'État haïtien et qui le fait à visière levée. Un Barbecue qui dit, écoutez, dès lors que le Conseil présidentiel est installé, la population haïtienne devra se serrer les ceintures, n'est-ce pas, devra se serrer la ceinture, car, dit-il, Barbecue, il va attaquer la population haïtienne, c'est son mot, sans état d'âme. Il a foutu le feu à Delma, il a foutu le feu à l'école normale, il a foutu le feu, n'est-ce pas, enfin, il a saccagé notre école de médecine et désormais, il dit que ce qu'il a fait là n'est que de la petite bière car ça va être encore plus dur pour la population haïtienne. Dans tous les pays sérieux, une telle menace serait immédiatement suivie d'une arrestation concrète. Pas de mandat d'arrestation. Ce mandat d'arrestation pèse déjà sur Barbecue depuis plusieurs années, donc c'est une blague. Mais dans n'importe quel pays, Barbecue devra être neutralisé. Et là, il ne s'agit pas de négocier, il ne s'agit pas d'entrer en pourparlers, il ne s'agit pas de lancer un ultimatum à Barbecue. Non, le temps de l'ultimatum, le temps, n'est-ce pas, des pourparlers est révolu. Barbecue, Iso, Vitellum sont des terroristes. Et si
le conseil présidentiel veut être pris au sérieux par la population haïtienne, on l'attend à ce carrefour. Qu'est-ce qu'il va faire pour régler le cas de Barbecue? Et il n'y a pas d'autre sort qui doivent attendre ces gens-là. On ne peut pas envisager de les mettre en prison puisque si on les met en prison, leurs confrères vont prendre d'assaut la prison pour les libérer. On l'a vu ça? On l'a vu? Il y a un peu plus de mois, les barbecues de ce monde ont libéré plus de 4000 prisonniers qui sont encore, n'est-ce pas, à l'air libre, qui se promènent comme ça dans la population haïtienne, complexifiant ainsi la problématique de l'insécurité. Donc le conseil présidentiel, s'il veut être pris au sérieux, devra s'attaquer immédiatement à la problématique de l'insécurité. Quand on veut résoudre un problème, on identifie la source du problème, on identifie, n'est-ce pas, ceux qui posent le problème et on règle leur cas. Il n'y a pas moyen d'arrêter Barbecue, il n'y a pas moyen de le juger, il n'y a pas moyen de le mettre en prison. On le met KO, on le neutralise. Et je fais le pari, en suivant ainsi, n'est-ce pas, les propos de ceux qui s'y connaissent, si on décapite ces gangs-là, c'est-à-dire si on coupe la tête du serpent, eh bien les petits soldats vont se rendre et eux vont passer à table. Mais il n'y a pas moyen de négocier avec Barbecue, il ne faut pas entrer dans cet engrenage-là, il ne faut pas ouvrir cette porte de Pandore. Dès qu'on négocie, ça veut dire que la personne avec qui on négocie a des droits, Barbecue n'a pas de droits. Iso n'a pas de droit, Vitellum n'a pas de droit, ces gens-là ont décapitalisé la classe moyenne, ces gens-là ont kidnappé, ces gens-là ont violé, ces gens-là ont incendié, ces gens-là continuent de menacer la population haïtienne, il faut les neutraliser et il faut le faire le plus vite. Lorsqu'un Donald Rumsfeld disait dans une conférence de presse publique qu'il veut Ben Laden, mort ou vif, et il a ajouté plutôt que mort, eh bien, pour une fois, je vais imiter les propos de Donald Rumsfeld, je vais imiter les propos de Dick Cheney, je vais imiter les propos de, n'est-ce pas, de George Bush, eh bien, je veux Barbecue, je veux Vitellum, je veux Iso, mort ou vif, mais plutôt mort. Imaginez le soulagement que la population haïtienne éprouvera si elle apprenait que lors d'une descente policière, eh bien, Barbecue a été neutralisé. Si la population haïtienne apprenait que lors d'une descente policière, eh bien, Vitellum ou Iso, enfin, tous ces salauds-là, Chris-là ou bien Boudba, ont été neutralisés. Ce n'est pas le temps d'entrer en pourparlers, ce n'est pas le temps de négocier. Tous ceux qui veulent que vous négociez sont en train de vous piéger, car je l'ai dit, vous avez un déficit moral à combler parce que dans l'histoire de ce pays, l'État a toujours été un État immoral et, n'est-ce pas, les gouvernements PHTK successifs, n'est-ce pas, ont été les champions du discrédit moral. Le conseil présidentiel n'a pas le luxe de négocier. Le conseil présidentiel n'a pas le luxe d'entrer en pourparlers. Vous devez neutraliser ces terroristes-là. Encore une fois, comprenez bien que si vous les arrêtez, leurs soldats vont venir les libérer de prison. Si vous les arrêtez, vous allez les mettre où? Puisque la police elle-même est infiltrée par ces gens-là. Vous devez créer une unité spéciale, les géolocaliser, les neutraliser, de telle sorte que la population haïtienne puisse dire « Enfin, Barbecue n'est plus, Iso n'est plus, Vitellum n'est plus. Soyons clairs, le temps n'est pas aux ultimatums, le temps n'est pas à la négociation, le temps est à l'action. Il faut neutraliser ces gens-là, il faut les mettre hors d'état de nuire, il faut les mettre KO. Encore une fois, j'imite le langage du président, de l'ancien président américain, quand il s'agissait de Ben Laden, je les veux plutôt morts que vifs. La population haïtienne doit pouvoir respirer. La population haïtienne doit pouvoir, n'est-ce pas, pousser un soupir de soulagement. Et la seule façon de contenter la population haïtienne dans cette affaire, c'est de mettre KO
les chefs de cette mosaïque mafieuse qu'on appelle vivre ensemble. Barbecue, Vitellum, ISO, tous ces salopards-là, on doit les neutraliser, on les veut morts plutôt que vifs. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Un autre défi qui attend le Conseil présidentiel, mais c'est le défi de la légitimité. On ne va pas se mettre la tête dans le sable ni jouer à l'autruche. Le Conseil présidentiel n'a pas de légitimité constitutionnelle. Cette formule-là n'est pas prévue par la Constitution. Et je l'ai dit il y a 2 semaines, peu importe l'option choisie, on serait en dehors des dictats constitutionnels. Donc, le Conseil présidentiel ne jouit pas de légitimité légale. Il ne jouit pas de légitimité constitutionnelle. Il ne jouit pas non plus de légitimité électorale puisque ce n'est pas un conseil qui est issu d'élections. C'est un accord politique qui a pondu ce conseil présidentiel. Et pourtant, on ne peut gérer une collectivité, on ne peut administrer une population sans légitimité. Donc, à défaut d'avoir la légitimité constitutionnelle, à défaut d'avoir la légitimité électorale, on peut aller chercher une certaine légitimité populaire. Je disais à un ami que le Conseil présidentiel se retrouve précisément où, si vous voulez, comparaison n'est pas raison, dans une situation comparable à celle d'Estimé dans les années 40. Quand Estimé a été élu, n'est-ce pas, par le Parlement haïtien, mais son élection a laissé indifférente la population haïtienne. Mais très rapidement, par les gestes qu'Estimé a posés, par les mesures de politique publique qu'il a prises, eh bien, très rapidement, il est allé chercher une légitimité populaire, en sorte qu'à son renversement, la population haïtienne a versé des larmes, de chaudes larmes. Eh bien, le Conseil présidentiel peut aller chercher une légitimité populaire. Comment? Simple. Par la transparence. Il ne faut pas faire comme les gouvernements précédents. Il faut administrer dans la transparence. Exemple, les membres du Conseil présidentiel vont avoir droit à des émoluments, mais on doit savoir combien ils gagnent. On doit savoir à quel type d'avantages sociaux, n'est-ce pas, ils ont droit. Qu'est-ce qu'ils s'offrent comme salaire dans cette mission qu'ils se confient. Bien sûr, j'aurais aimé que l'État leur fasse des dons. J'aurais aimé, n'est-ce pas, que tout se fasse gratis. Mais ce serait rêver en couleur parce que ces gens-là ne vont pas exercer leur profession pendant les 2 ans au cours desquels ils vont gérer le pays. Donc, c'est concevable qu'ils puissent avoir des émoluments. Je suis d'accord avec ça. Mais encore faut-il qu'on sache combien. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir nommer leurs femmes, vont pouvoir nommer leurs maîtresses, vont pouvoir nommer des membres de leur famille à des postes, n'est-ce pas, dans nos consulats, etc. Non. Eh bien, pour avoir la légitimité populaire, j'ai parlé de patte blanche tout à l'heure, le Conseil présidentiel devra gérer en toute transparence. Bien sûr, je le sais, il y a des décisions dont on ne parle pas en public, il y a des secrets d'État, c'est normal. Mais beaucoup de décisions, sinon la plupart des décisions, peuvent faire l'objet d'une communication publique. D'où le 2e mot. Si le Conseil présidentiel veut avoir une légitimité populaire, il faudra qu'il communique avec la population haïtienne.
Et dans l'histoire politique de ce pays, nous avons un excellent exemple, celui du très regretté président Leslie Maniga, qui organisait une fois par mois, je crois, ou bien une fois ou 2 semaines, je ne me souviens plus, ce qu'il appelait, n'est-ce pas, Ticozé en bâtonnel la caille. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il venait à la télévision nationale et il expliquait à la population haïtienne en créole les grandes lignes de son gouvernement. Il disait, voici les défis auxquels nous faisons face. Voici ce que nous avons fait pour régler le problème. Voici ce que nous projetons de faire. Voici ce qu'il nous reste à faire. Et je me rappelle, par exemple, lorsque les États-Unis d'Amérique venaient déverser leurs déchets toxiques dans la mer de Gonaïves, eh bien, il a expliqué ce qu'il allait faire pour résoudre le problème. Ces déchets-là qui entraînaient, n'est-ce pas, des problèmes au niveau des yeux, qui entraînaient des problèmes de santé publique. Il a expliqué à la population haïtienne, voici ce que nous sommes en train de faire avec le gouvernement américain, voici ce qui va être fait. Et dans les prochaines semaines, effectivement, on va venir enlever les déchets. C'est un bel exemple de communication publique. Il ne faut pas que le conseil présidentiel donne l'impression qu'il dirige en petite famille et que les décisions sont prises en secret. Eh bien, ça va faciliter des rumeurs et les rumeurs vont desservir le conseil présidentiel plutôt que de le servir. Donc, ce défi-là de la légitimité populaire doit être relevé le plus rapidement. C'est ce qui va faire en sorte que la population accompagne le conseil présidentiel. C'est ce qui va faire en sorte que la population oublie que ce conseil-là n'a pas été élu, qu'il ne jouit pas de légitimité constitutionnelle, mais au moins la population sera prête à lui accorder, n'est-ce pas, une chance. La chance au coureur, comme on dit. Si ce conseil présidentiel gère dans la transparence, si ce conseil présidentiel combat la corruption, si le conseil présidentiel combat l'impunité, on va en parler tout à l'heure, eh bien, la population haïtienne sera prête à lui accorder une chance. Ça s'appelle la légitimité populaire. Comment on l'obtient, cette légitimité populaire? On l'obtient quand on gère dans la transparence. On l'obtient lorsqu'on établit une politique de communication sans langue de bois où les membres du Conseil expliquent régulièrement à la population haïtienne, comme le faisait Leslie Maniga une fois par mois. Et bien dans ce contexte, n'est-ce pas terrible, une fois ou 2 semaines, les membres du Conseil viennent en équipe devant, n'est-ce pas, la télévision nationale, devant les médias, présenter des conférences de presse sans langue de bois, expliquer ce qui va être fait, expliquer ce qui a été fait et dresser devant le peuple haïtien le tableau réaliste de ce qui reste à faire. Évidemment, pour avoir cette légitimité populaire, il ne faut pas seulement gérer en toute transparence, il ne faut pas avoir seulement un bon plan de communication où on explique à la population haïtienne dans sa langue, en un langage clair, simple et limpide, n'est-ce pas, ce qui a été fait, ce qui va être fait, ce qu'il nous reste à faire, mais il faut aussi prendre des mesures d'apaisement. Exemple, ce n'est pas normal que la gourde danse le yo-yo selon les caprices de ses banquiers. Ce sont les 2 ou 3 banques haïtiennes qui décident, par exemple, à quel taux le dollar sera vendu en Haïti. Et ces banques-là se retrouvent dans une situation de conflit d'intérêts. Non seulement leur taux est arbitraire, mais ces banques-là sont dans une situation de conflit d'intérêts. Elles vendent le dollar et elles ont, n'est-ce pas, si vous voulez, des maisons de transfert. Mais rapidement, il faudra que le Conseil présidentiel prenne des mesures d'apaisement de la valeur de la gourde par rapport au dollar. Je sais qu'il y a des facteurs macroéconomiques qui entrent en jeu, mais je vous le dis et vous le savez, 9 fois sur 10, le dollar est surévalué par rapport à la gourde parce que ça rapporte aux banques. Des mesures d'apaisement par rapport au prix de l'essence. Tout le monde sait que le carburant, si vous voulez, c'est un facteur transversal. Quand le carburant flambe, n'est-ce pas, quand le prix de l'essence à la pompe flambe, eh bien c'est tout
dans l'économie haïtienne qui flambe. Mais il faudra que le Conseil présidentiel prenne des mesures d'apaisement pour faire baisser le prix du carburant sur le marché haïtien. Je comprends que le prix monte sur le marché international, mais on ne peut pas se permettre le luxe de laisser monter, de laisser galoper le prix, n'est-ce pas, de l'essence à la pompe, car la population haïtienne est déjà au chômage. Le prix du panier de l'épicerie, n'est-ce pas, le primum vivere. Il faudra rapidement que le Conseil présidentiel veille à ce que la population haïtienne puisse manger au moins un repas. Ces oligarques qui magouillent pour, n'est-ce pas, maintenir le prix du panier de l'épicerie extrêmement inabordable, eh bien, il faudra que le Conseil présidentiel puisse, n'est-ce pas, faire montre d'autorité et prenne des mesures d'apaisement. Je pense, n'est-ce pas, au prix du dollar par rapport à la gourde. Je pense, n'est-ce pas, au prix du carburant. Je pense, n'est-ce pas, au prix du riz, au prix du sucre, etc. Mais pour cela, il faudra, et ça aussi fait partie des mesures d'apaisement, et pire, ça fait partie, n'est-ce pas, des mesures régaliennes que le Conseil présidentiel devra poser. Il faudra rapidement rouvrir les douanes, rapidement ouvrir nos ports, de manière à ce que les produits de première nécessité qu'on ne fournit pas nous-mêmes puissent rentrer au pays et qu'ainsi la population haïtienne puisse respirer d'aise. Voyez comment la légitimité populaire est au fait liée à des mesures d'apaisement. Quelles sont les premières mesures, quelles sont les premières politiques publiques que ce Conseil présidentiel va prendre ou poser? Et c'est alors qu'on verra, est-ce que c'est un gouvernement qui travaillera effectivement pour la population, ou bien est-ce que c'est un gouvernement qui a déjà les mains liées par la traditionnelle, la mafieuse oligarchie? C'est pas compliqué. On vous attend à certains carrefours, le carrefour de l'autorité morale, le carrefour de, n'est-ce pas, de la sécurité, le carrefour de la légitimité populaire. Mais vous n'aurez pas cette légitimité populaire sans des mesures d'apaisement. Vous n'aurez pas cette légitimité populaire sans vous attaquer à cet autre défi, le défi de la corruption. Il n'y aurait pas de corruption en Haïti, ou la corruption ne serait pas si spectaculaire s'il n'y avait pas, si vous voulez, l'impunité dans ce pays. L'impunité et la corruption sont liées. Au fait, ce sont des sœurs siamoises. L'État haïtien, le Conseil présidentiel, devra tout de suite s'attaquer au problème de l'impunité. Le Conseil présidentiel devra envoyer des signaux clairs, et cela dès les premières heures de son installation, quant à la fin de l'ère de l'impunité. N'importe quel fonctionnaire peut se permettre de voler l'État. N'importe quel ministre peut se permettre, n'est-ce pas, de détourner des fonds publics. Pourquoi? Parce que, il sait qu'il ne sera pas inquiété. Il sait qu'il ne sera pas accusé. Il sait qu'il ne sera pas jugé. Eh bien, le Conseil présidentiel devra relever rapidement ce défi de l'impunité en envoyant des messages clairs. Est-ce que les membres du gouvernement vont être au-delà de tout soupçon? Est-ce que les membres du gouvernement vont être au-delà de toute controverse, n'est-ce pas, financière, ou bien est-ce que ça va être business as usual, chacun entre dans le gouvernement pour s'enrichir? Et lorsque, il y a 2 semaines, j'ai analysé avec vous l'accord politique, je me suis réjoui du fait que les membres du Conseil présidentiel, du fait que les membres du gouvernement devront déclarer leur patrimoine. En sorte que, après leur passage au sein du gouvernement, on va chercher à savoir est-ce que ces gens-là se sont indûment enrichis, ou bien est-ce qu'on peut suivre, n'est-ce pas, leur niveau de vie à partir de ce qu'ils ont gagné, tandis qu'ils étaient membres du gouvernement ou de l'administration publique.
On a parlé de la cohésion, on a parlé de l'autorité morale, on a parlé de la sécurité, on a parlé de la légitimité populaire, on a parlé, n'est-ce pas, des mesures d'apaisement, on a parlé de l'impunité et on parle, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption. On le sait. Ce pays-là est là où il est parce que nous sommes pris dans les raies d'une corruption endémique. Eh bien, il faudra s'attaquer à cela. Vous voyez que l'impunité et la corruption sont liées. Eh bien, il faudra, pour répéter la formule de l'un des membres du Conseil présidentiel que j'ai reçu sur mon plateau mercredi dernier, le Conseil présidentiel devra lancer des procès spectaculaires. Ce n'est pas normal que près de 4 milliards de dollars américains aient été dilapidés par les gouvernements, n'est-ce pas, antérieurs, sans qu'il n'y ait une enquête sérieuse sur cette affaire. Ce n'est pas normal qu'il y ait eu tant de scandales financiers dans nos missions diplomatiques au sein du ministère des Affaires étrangères, au point que des ambassadeurs ont été, n'est-ce pas, déclarés persona non grata par les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas normal que ces gens-là continuent à vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. J'ai parlé de quelques-uns de ces défis auxquels le Conseil présidentiel devra s'attaquer. Et vous savez quoi? Tout citoyen est assez lucide pour décerner un satisfecit à tout gouvernement, peu importe la manière dont il est parvenu au pouvoir. Ernest Manigat le disait, et on l'avait décrié lorsqu'il l'avait dit. Il avait dit, ce n'est pas tant la manière dont on est parvenu au pouvoir que l'utilisation qu'on en fait qui compte. On a vu dans l'histoire, des gens ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. On a vu des gens, n'est-ce pas, prendre le pouvoir à la suite, si vous voulez, d'assassinats spectaculaires. Mais en fonction de l'utilisation qu'ils en font, la population, certaines fois, est prête à pardonner à ces gens-là la manière dont ils sont parvenus au pouvoir, pourvu qu'ils en fassent une bonne utilisation. Je crois qu'on est prêt à fermer les yeux sur le déficit de légitimité constitutionnelle. On sera prêt à fermer les yeux sur le déficit, si vous voulez, de crédibilité électorale. Ces gens-là sont parvenus au pouvoir, on le sait comment. C'est presque un hold-up. Les mêmes partis politiques qui ont géré le pays pendant ces dernières années se sont donné une structure qu'on appelle Conseil présidentiel, de concert avec la communauté des nations malveillantes, soit. Mais si ces gens-là en font un bon usage, la population haïtienne oubliera dans quelles circonstances ils sont parvenus au pouvoir. S'ils font un bon usage, n'est-ce pas, de leur pouvoir, on oubliera qu'ils n'ont pas de légitimité constitutionnelle. Messieurs, puisqu'essentiellement il s'agit de messieurs, on vous attend au carrefour de ces défis-là. La Convention, les pratiques publiques, les pratiques conventionnelles veulent qu'on accorde à tout nouveau gouvernement un délai de 100 jours pour savoir si ce gouvernement doit être pris au sérieux ou s'il doit être décrié. J'ai mentionné un certain nombre de défis. Ce n'est pas sorcier, comme on dit. Vous avez voulu occuper les rênes du pouvoir. Vous avez voulu vous retrouver à la tête du pays. Maintenant que vous vous êtes retrouvé à la tête du pays, faites montre donc de bonne gouvernance. C'est le mot que vous avez répété pendant toute l'époque où Ariel, n'est-ce pas, dirigeait ce pays. Si jamais on puisse parler de direction, bonne gouvernance. La bonne gouvernance se fait dans la transparence. La bonne gouvernance, n'est-ce pas, se fait dans la reddition de comptes et non pas dans l'impunité. La bonne gouvernance se fait dans le combat de la corruption. Puisque le problème numéro 1 de la population haïtienne aujourd'hui, c'est l'insécurité, prouvez-nous que vous êtes à la hauteur du mandat que vous vous êtes donné. Vous devez résoudre donc ce problème d'insécurité dans les heures qui suivent votre installation. On ne peut plus attendre.
On ne peut plus souffrir que barbecue nous défie. On ne peut plus souffrir que barbecue, n'est-ce pas, nous menace. Faites quelque chose. Rendez-les-nous morts. Et ce sera déjà un bon début. Je vous souhaite la meilleure des chances. Je souhaite que la transition réussisse. On ne peut pas se permettre le luxe d'un autre échec. On ne peut pas se permettre le luxe d'une énième transition dans laquelle on brûle du temps, dans laquelle on fait le partage du gâteau. Non, cette transition-là doit être une transition réussie. Pour cela, nous devons non seulement faire montre de cohésion, nous devons non seulement faire montre d'autorité morale, nous devons non seulement nous attaquer au problème de l'insécurité, mais nous devons aussi lancer les chantiers fondamentaux. Vous avez mentionné un certain nombre de chantiers dans votre accord. Nous en avons parlé la semaine dernière. Lancez-les donc ces chantiers. Mettez sur pied cet organe de contrôle de l'action gouvernementale. Lancez donc ce tribunal financier. Lancez surtout cette conférence nationale souveraine, grâce à laquelle, pour la première fois dans son histoire, les Haïtiens de partout vont se parler et vont dire « Voici ce qu'ils souhaitent pour leur pays. Voici le design qu'ils veulent pour leur État. » Souvenez-vous des sacrifices que nos ancêtres ont consentis. Haïti est un phare. Ils avaient conçu, n'est-ce pas, un dessein si noble pour ce pays. Nous, nous en sommes écartés. Le temps est venu pour nous de revenir dans l'ordre conçu par nos ancêtres. Puissent ces ancêtres vous accompagner. Puissiez-vous vous inspirer de leur exemple et qu'Haïti redevienne ce phare. Bon courage, bonne chance, vive Haïti, vive le peuple haïtien. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. Au revoir, bonne semaine.